Vous savez, en Israël, avant le 7 octobre, on avait le camp Rak Bibi, que Bibi, et le camp Rak lo Bibi, tout sauf Bibi. Mais le seul mot différent, c'est le nom au milieu. Ce qu'il faut dire, c'est lo Rak Bibi, pas seulement Bibi. D'accord. Netanyahou est responsable. Et l'histoire le jugera en tant que responsable. Vive polémique après la publication par Binyamin Netanyahou de ses réponses aux contrôleurs de l'État. Pourquoi le Premier ministre a agi de la sorte et est-ce que c'est le début d'une campagne électorale ? Pour en savoir plus et pour comprendre ce sujet, nous sommes avec Nissim Slama. Nissim, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes membre du Likoud, alors on va essayer d'avoir votre opinion et votre position par rapport à cette polémique qui a éclaté autour de la publication par Binyamin Netanyahou de ses réponses aux contrôleurs de l'État concernant ce qui s'est passé avant le 7 octobre. D'abord, sur le fond, Nissim, est-ce que le fait que Binyamin Netanyahou a rendu public des réponses faites aux contrôleurs de l'État, qui sont plutôt des choses confidentielles, ne vous a pas choqué, ne vous a pas dérangé ? Non, absolument pas. Il n'y a absolument rien de secret dans les papiers qui ont été rendus publics. Je suis passé, je les ai à peu près tous lus. Il n'y a rien de nouveau de ce qu'on ne savait pas. Ça fait juste confirmer ce que tout le monde savait déjà. Et il n'y a absolument aucun secret, aucune chose confidentielle à l'intérieur. On parle juste c'est des protocoles de discussion dans le gouvernement et avec les chefs de l'apparatus de sécurité. Oui, mais chef du Mossad, chef du Shabak, Shin Bet, et chef de Tzahal, et le ministre de la Défense, etc. On voit que les positions de chacun par rapport à ce qui peut se passer à Gaza, et ça fait que confirmer ce qu'on a toujours pensé, qu'ils étaient tous dans cette conception totale il n'y aura pas de guerre à Gaza, et sinon on ne veut pas faire la guerre, ce qu'ils veulent c'est avoir un arrangement avec Israël, et il n'y a aucun risque de Gaza. Donc il n'y a rien de secret dedans. Alors on va revenir sur ce qu'il y a dans ces réponses, dans ces protocoles qui ont été publiés, mais quand même, le fait que Binyamin Netanyahou publie une partie seulement des protocoles, en renforçant un peu sa position, c'est pas quelque part dérangeant? C'est de la politique. Le fait de choisir dans les protocoles ce qui nous intéresse et le publier, c'est pas quelque chose que Netanyahou a inventé. En tant que Premier ministre, il a tout à fait l'autorité d'autoriser les publications telles qu'il veut. Et c'est très important de comprendre à partir du moment où c'est le Premier ministre. Donc il est censé être en haut de la pyramide. En Israël, il n'est pas en haut de la pyramide parce que Israël n'est pas un pays démocratique et c'est la Cour suprême qui est en haut de la pyramide. Mais si on va prendre en considération comme si on était un pays démocratique, il est censé être en haut de la pyramide. En haut de la pyramide, il peut décider ce qu'il veut publier, ce qu'il ne veut pas publier. Le fait qu'il publie ce qu'on appelle cherry picking, qu'il choisit ce qu'il publie, ça s'appelle de la politique. Il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est pas qu'on va apprendre quelque chose de nouveau. Au bout du compte, c'est pas qu'il publie des fausses choses. C'est pas que dans les feuilles qu'il a pas publiées, ces personnes-là, le ministre de la Défense Yoav Gallant, ou Herzi Halevi, ou Ronen Bar, ou ces gens-là ont dit autre chose que dans les papiers qu'ils ont publiés. Pas du tout. Oui, c'est le fait qu'il est publié. Il y a assez de publications pour comprendre. Ça nous confirme. Le fait est qu'il n'est pas tout publié. Au contraire, d'un côté on demande comment il publie des choses confidentielles, et l'autre côté on demande pourquoi il publie pas tout. Alors justement, peut-être que dans les autres papiers, il y a des choses confidentielles. Est-ce que le fait justement qu'il n'a pas publié tout, et il y a des choses qui sont peut-être confidentielles, qu'il n'a pas pu publier, mais des choses que peut-être lui aurait déclarées, aurait peut-être des discussions qui auraient eu lieu pendant des réunions de sécurité qui n'ont pas été publiées, qui peut-être sont des avantages. Et justement, évidemment, il a choisi de ne pas les publier. Oui, c'est évident. Mais ça, la politique, c'est évident. Pourquoi le gars, il publierait quelque chose qui irait contre lui? Évidemment. Il y a aucun problème avec ça. Ça s'appelle de la politique. Tout le monde fait la même chose. Quand Bennett, il est Premier ministre, il aurait fait la même chose. Quand Yair Lapid était Premier ministre pour 2 mois, c'est la même chose. Et tout ministre et tout politique, il fait exactement la même chose. Je veux dire, il y a rien d'étonnant à ça. Ok, alors c'est normal. Je veux dire, c'est évidemment qu'il va pas publier quelque chose dans lequel ça va le mettre à mal, où on le voit, je sais pas moi, crier ou dire une imbécilité, quoi que ce soit. Évidemment qu'il va publier que les choses qui l'arrangent. Je veux dire, il y a aucun problème. Mais le fait qu'il publie que les choses qui l'arrangent, ça rend pas ces choses-là moins vraies. Alors, sur les choses... Le fait est tout simplement que cette conception a été partagée et par tous les membres par le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et par le Herzi Halevi, le chef de Tzahal,
et par Ronen Bar, le chef du Shabak, et par le chef du Mossad, etc., etc., etc. Dans les papiers, on voit absolument pas que Netanyahou va à l'encontre de cette conception. La seule chose qui va dans le truc, c'est qu'il dit qu'il faut être un peu plus agressif. Mais Netanyahou était aussi dans la conception. Et la preuve, s'il y avait une seule phrase qui montrait que Netanyahou n'était pas dans cette conception, que Netanyahou pensait qu'il fallait, oui, que lui, le Hamas est très dangereux, que oui, le Hamas va attaquer de manière forcée, va tuer des milliers de personnes, et que oui, il faut attaquer le Gaza et qu'il faut conquérir Gaza, etc., etc., ne vous inquiétez pas, il aurait publié. Le fait qu'il n'ait pas publié ça, ça veut dire que lui-même était lui-même dans sa conception. Le but de ces papiers, comme moi je les lis, c'est pas pour prouver que Netanyahou c'était le seul qui avait raison et les autres ils avaient tort. C'est pour prouver que Netanyahou n'est pas le seul à avoir tort. Netanyahou a tort, il s'est trompé, il s'est gouré totalement, il a totalement fait une mauvaise calculation. Mais il n'a pas fait une mauvaise calculation tout seul. C'est pas que tout le monde disait non, t'as tort, et que lui dit oui, Gaza va pas attaquer. C'est que tout le monde pensait la même chose, Netanyahou inclus. Alors pourquoi, d'après vous, Benjamin Netanyahou a choisi ce moment précis pour publier ces protocoles? On est en passe, bientôt il risque d'avoir des élections. On est en train de faire passer la loi sur l'incorporation ou la non-incorporation des Haredim, des ultra-orthodoxes. Il y a des manifestations aujourd'hui et dans les jours qui passent. On a devant la Cour suprême un débat sur savoir, et j'utilise consciemment le mot débat, parce que c'est ce qui se passe, c'est de la politique ce qui se passe à la Cour suprême, et c'est un débat tout simplement par des politiques qui ne sont pas élus, qui décident est-ce qu'il faut obliger ou pas obliger à avoir une commission d'enquête, ce qu'on appelle Mamarti en hébreu. Une commission, c'est impossible de traduire vraiment en français. Mamarti, c'est le fait de dire national ou comme ça. Et le problème avec cette commission d'enquête Mamarti, ça veut dire que c'est le chef de la Cour suprême, qui est le chef autoproclamé de la Cour suprême, Yitzhak Amit, qui va décider qui vont être les membres de cette commission d'enquête, ce qui est du grand n'importe quoi, au fait. Et donc, on a un chef autoproclamé de la Cour suprême qui va décider lui-même s'il veut, à l'encontre de la loi, puisque la loi dit de manière très très claire que c'est que le gouvernement qui peut décider de ce genre de commission d'enquête. Donc une Cour suprême qui va décider à l'encontre de la loi, que son propre chef va décider de qui va être dans cette commission d'enquête, et que cette commission d'enquête, évidemment, ne va pas du tout enquêter sur les problèmes qu'il y avait dans l'état-major de Tzahal, au Shin Bet, au Mossad, etc., mais que les politiques élus. Et donc évidemment, c'est le moment de publier ce genre de choses-là. Et au bout du moment, je pense que il a donné sa réponse au contrôleur de l'État, il envoie la publication, c'est de la politique, mais ce qu'on peut apprendre au-delà de la politique, c'est ce qui se passe vraiment, et le fait que oui, tout le monde était dans la même conception. J'ai imprimé ce matin. J'ai imprimé ce matin et j'ai traduit en français une petite partie des choses. On voit vraiment le chef d'état-major qui dit, qui comprend il comprend Sinwar, que Sinwar essaye de faire le maximum sans susciter trop d'intérêt, et le minimum nécessaire pour montrer qu'il est toujours pertinent. On voit Ronen Bar, le chef du Shin Bet, le même chef du Shin Bet, qui après le 7 octobre disait que le danger le plus grand pour Israël, c'est les jeunes des collines en Judée-Samarie, qui disait que si je suis dans une pièce avec Sinwar, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Et dans tous les cas, d'après la théorie du Sheikh Yassin, donc le fondateur du Hamas, ils font toutes les choses tous les 40 ans, donc il n'y aura rien avant 2027. Et de toute façon, Yahya Sinwar est un dirigeant réfléchi, il n'est pas prêt pour une guerre. On a le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui dit que le Gaza a tout perdu. Le Hamas à Gaza a perdu toutes ses capacités, qu'il ne peut pas emprunter les voies maritimes, qu'il ne peut pas passer par les tunnels, qu'il ne peut pas lancer des opérations en surface. Je rappelle des choses qu'il a fait le 7 octobre, et que ce qui lui reste, c'est que en fait les attaques de roquettes, et que les attaques de roquettes ont 95% des attaques de roquettes sont arrêtées. Donc on a vraiment une totale conception. Oui, le fait que Bibi était aussi dans cette conception, et donc il n'est pas moins responsable que les autres, mais de l'autre côté, il n'est pas plus responsable que les autres. Mais à part le fait de la conception, il y a aussi quand même un problème par rapport au moment où on a découvert, où on s'est rendu compte de l'attaque, et il y a un moment et un temps très, très grand où la réaction d'Israël n'est pas faite. C'est-à-dire que là aussi, on se pose des questions. Pourquoi Israël a mis du temps à réagir alors que on a vu, et les observateurs, les observatrices surtout, ont vu l'entrée des terroristes dans le territoire israélien. Et là aussi, ça pose de sévères questions par rapport à l'attitude de Benjamin Netanyahou. Ok, il faut diviser les choses en deux temps. Il y a ce qu'il y a avant le 7 octobre, la conception dont je viens de parler. Okay, et il y a ce qui se passe pendant le 7 octobre, et il y a ce qui se passe après le 7 octobre, donc du 8 octobre et au-delà. Okay. Si je passe avant le 7 octobre, on a un problème de conception
que tout le monde pense que le Gaza ne va pas attaquer, qu'il n'y a aucune raison de Gaza. Pourquoi il ne va pas attaquer? Parce qu'il y a cette force à la frontière. Et donc, si Gaza ne va pas attaquer, donc on enlève les forces à la frontière et on se retrouve avec les 2 brigades devant tout Gaza, quelques tanks, quelques soldats, et c'est tout. Cette conception amène aussi à totalement sous-évaluer les observatrices et tous les mouvements de troupes qu'on voit de l'autre côté de la frontière. Et on dit oui, non, mais c'est du grand n'importe quoi. Dans tous les cas, ils vont pas attaquer. C'est exactement ce qui s'est passé en 73 avec la guerre de Kippour. Ensuite, on a la réaction le 7 octobre, dans la nuit du 6 au 7 et le 7 au matin et jusqu'à l'après-midi. À partir de 6 Là, on a 2 problèmes. D'abord, on a une révolte, un vrai putsch du chef d'état-major, du chef du Shin Bet, contre le pouvoir civil, contre le pouvoir élu. Le fait est qu'ils ne réveillent pas le pouvoir élu, qu'ils décident par eux-mêmes quelle va être la réaction. On est à 5h du matin, 4h30, 5h du matin, 5h30 du matin, que l'attaque est imminente, qu'on sait que l'attaque est imminente, ou ils ont peur d'une miscalculation, et ils ne réveillent pas. Et oui, c'est un vrai problème, le fait qu'ils ne réveillent pas Netanyahou, et Netanyahou a vraiment raison de se plaindre de ça. Vous pensez que c'est volontaire? C'est quelque chose qui est évident, qu'il faut réveiller le Premier ministre et le cabinet. Il faut réveiller les gens et les amener. Nissim, vous pensez que c'est volontaire, qu'ils n'ont pas réveillé le Premier ministre? J'ignore si c'est volontaire ou c'est pas volontaire, mais le fait est que dans un cas pareil, celui qui doit décider quelle va être la réaction, c'est le Premier ministre et le cabinet. Oui. Le fait de ne pas réveiller le pouvoir civil et de décider par soi-même quelle va être la réaction de l'État d'Israël, c'est quelque chose d'inconcevable. Qu'on me dise avant, ok, il n'y a pas de problème, Bibi est responsable, avant il était dans la conception comme les autres. Oui. Aucun problème avec ça. Mais dans la nuit, le fait de ne pas le réveiller au matin et d'attendre que les terroristes soient à l'intérieur d'Israël, et ensuite de falsifier des documents et des documents qui ont été falsifiés, et d'attendre vraiment le dernier moment pour réveiller le Premier ministre après que la chose ait déjà faite, c'est inconcevable dans un pays démocratique. Et si on parle d'un pays démocratique, oui, c'est inconcevable. Dans un pays démocratique, les décisions, ce qu'on appelle en hébreu made in news, c'est-à-dire les décisions politiques, de politique internationale, dépendent du pouvoir civil élu, et non des pouvoirs, et non des forces militaires ou autres. Le fait qu'il n'ait pas réveillé, c'est très grave. Ensuite, dans la journée elle-même, la réponse de Tzahal et la réponse des forces était totalement... j'ai aucun mot à part nul, tout simplement. Ouais. Ils ont mal envoyé les forces, c'est un problème opérationnel. On passe maintenant d'un problème politique à un problème opérationnel. Pourquoi les forces ont été envoyées au mauvais endroit? Pourquoi on n'a pas compris ce qui se passait? Ouais. Pourquoi l'état-major à Tel Aviv était totalement déconnecté du terrain, etc., etc., etc. Ça, c'est un problème opérationnel qu'il faut vérifier de niveau opérationnel. Et ensuite, à partir du 8 octobre et le reste, pendant pratiquement un an, plus qu'un an, on a un état-major et un ministre de la Défense qui refusent d'accepter l'évidence et qui refusent d'accepter le fait que jusqu'à aujourd'hui, en fait, l'armée n'a toujours pas accepté. Si on veut battre le Hamas à Gaza, il y a une seule possibilité, c'est de prendre la responsabilité sur les civils gazaouis. Il n'y a aucune autre possibilité. La raison pour laquelle le Hamas existe toujours à Gaza, c'est parce que Israël n'a toujours pas pris la responsabilité de la vie civile à Gaza. Mais Benjamin Netanyahou... le système de raid inventé par l'état-major, par Herzi Halevi, jusqu'à qu'il soit remplacé, de rentrer, sortir dans les mêmes endroits, et que des soldats se font tuer. Herzi Halevi a sur sa tête le sang des soldats, non seulement ceux qui ont été tués le 7 octobre, parce qu'il a une grosse partie de la responsabilité de cette conception, non seulement le jour du 7 octobre aussi parce qu'il y a une grosse responsabilité des problèmes opérationnels, mais même après, parce que la conception de rentrer, de sortir et de rentrer... En tant qu'officier d'infanterie, je suis rentré et je me suis battu dans des zones et dans des maisons et dans des habitations où j'étais les 3e et 4e forces de Tzahal à rentrer dans le même endroit. On rentre, on retire et le Hamas rentre à notre place. Jusqu'au moment où le nouvel état-major est venu et a décidé de conquérir et de rester sur place. Mais le Hamas est toujours là, tout simplement parce qu'on a toujours pas pris responsabilité des civils à Gaza. Mais ça, c'est pas seulement Bibi. Je veux dire, c'est pas seulement le gouvernement. C'est évidemment le gouvernement qui a pas tapé du poing, mais c'est aussi l'armée qui refuse toujours de comprendre ça. Mais c'est aussi Bibi, et c'est donc, d'après ce que on entend de vos propos, c'est une responsabilité en fait partagée par rapport à tout ce qui s'est passé avant, pendant et après le 7 octobre. Oui, c'est ce que je dis. Vous savez, en Israël, avant le 7 octobre, on avait le camp Rak Bibi, que Bibi, et le camp Rak Lo Bibi, tout sauf Bibi. Mais le seul mot différent, c'est le nom au milieu. Ce qu'il faut dire, c'est Lo Rak Bibi, pas seulement Bibi. D'accord. Netanyahou est responsable.
Okay, et l'histoire le jugera en tant que responsable. Il était le Premier ministre, il était dans la conception, il a fait des erreurs, il n'a pas frappé du poing quand il fallait frapper du poing, il a fait énormément de choses. D'un autre côté, il a énormément de crédit par rapport aux choses que oui, il a réussi. Ce qui s'est passé avec l'Iran, ce qui s'est passé avec le Hezbollah, énormément de choses que Netanyahou a énormément de crédit. La création d'un axe depuis l'Inde jusqu'au Maroc, avec le Somaliland et les Émirats Arabes Unis et la Grèce, c'est Netanyahou qui le fait. Et c'est très important. C'est très, très important. Donc, il a énormément de crédit d'un côté, de l'autre côté, il a énormément de responsabilités. Mais le problème, c'est qu'on a énormément de gens en Israël, dans les deux camps politiques. Là, il va dire, Bibi, il a que des choses bien qu'il a fait, toutes les choses mal, c'est pas lui du tout, c'est l'armée, c'est les fonctionnaires, etc. Et de l'autre côté, un autre camp qui va dire, Bibi est responsable de tout, et le chef d'état-major, Herzi Halevi, non, il n'a aucune responsabilité. Et la Cour suprême, aucune responsabilité. Cette même Cour suprême qui a interdit aux soldats de garder le périmètre autour de Gaza, qui a interdit aux soldats de tirer sur les gens qui arrivaient dans le périmètre. C'est le même Cour suprême qui a fait en sorte, au bout du compte, par cette décision. Alors évidemment, elle n'était pas sur place le 7 octobre, mais le 7 octobre, on a des soldats qui racontent comme quoi ils n'ont pas tiré sur les gens, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas armés. On parle des gens qui sont venus rentrer dans les kibbutzim et ont tué des enfants, ont tué des femmes, ont violé, etc., etc. Et que comme on voyait pas une arme sur eux, donc on pouvait pas tirer sur eux parce que les soldats ont compris que, au bout du compte, il y a des choses qui sont interdites et qui veulent pas rentrer en prison. Ouais. Voilà. Et donc, tout ça, la responsabilité de la Cour suprême, en plus, il faut pas oublier que la Cour suprême, comme elle est au-dessus de Netanyahou, elle est au-dessus du Premier ministre, et personne ne dira le contraire. La Cour suprême a le dernier mot sur tout. Sur tout. Ouais. Donc, évidemment, si tu es la plus grosse autorité, donc la plus grosse responsabilité, donc avant tout, c'est la Cour suprême qui est responsable, tout simplement, pas parce qu'elle a fait quoi que ce soit, pas parce que la Cour suprême a décidé, et pas parce que la Cour suprême a décidé de la conception, mais tout simplement parce que c'est elle qui a la plus grosse autorité, plus grosse responsabilité. Ensuite, il y a Netanyahou, parce que c'est le Premier ministre, il a la plus grosse autorité, donc plus grosse responsabilité, et tout le reste aussi. Très bien. Pour terminer, Nissim, pour se mettre d'accord, la nécessité d'une commission, alors que ce soit une commission d'enquête gouvernementale, même l'ARTI, une commission d'enquête indépendante, cette nécessité est vraiment aujourd'hui très importante en fait. Ça dépend pourquoi. Si c'est pour dire qui a tort et qui s'est trompé, etc., je pense que ça change pas grand-chose. Au bout du compte, ce qu'on va faire, c'est que réveiller les démons israéliens, réveiller les démons vous savez, des camps israéliens. Et chacun va dire non, c'est toi qui es responsable, non, c'est toi la faute, c'est à qui la faute. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est vraiment des commissions d'enquête qui expliquent qu'est-ce qui s'est mal passé, comment on a pu se tromper, quelles ont été les erreurs opérationnelles qu'on a fait, quelles ont été les erreurs de conception, d'analyse de la situation qu'on a fait. Et ça, c'est très important de le faire. Donc, il faut bien faire la différence entre une commission qui vient là pour, qui sera la commission d'enquête décidée par les juges, qui sera là pour accuser les gens, puisque c'est des juges et ils sont là pour accuser les gens, et à part eux-mêmes, évidemment, et à part les gens qui les soutiennent, et des commissions d'enquête, comme ce que fait le contrôleur de l'État en passant, qui fait un très bon travail, pour comprendre ce qui s'est mal passé et réparer les erreurs. Et ça, c'est très, très important de le faire. D'un côté aussi, le problème avec une commission d'enquête comme ça, c'est que personne ne fait confiance à personne. En tant que citoyen, je ne fais absolument pas confiance à une commission d'enquête qui sera, dont les membres vont être décidés, dont la nomination des membres va être décidée par Yitzhak Amit, par le politique non élu qui s'est autoproclamé chef de la Cour suprême, Yitzhak Amit. D'un côté, je comprends, évidemment, que de l'autre côté, on ne fera pas confiance à une commission d'enquête qui sera décidée, dont les membres sont décidés par le gouvernement. Très bien. Donc, il y a une proposition de loi qui est sur la table. Malheureusement, l'opposition parlementaire refuse totalement toute collaboration avec cette proposition de loi qui leur donnera la moitié de la commission d'enquête et ils pourront attaquer Bibi autant qu'ils veulent. Donc on a un vrai, parce que en fait l'opposition parlementaire, elle n'a pas tellement besoin quoi que ce soit, parce que l'opposition parlementaire, au bout du compte, par la Cour suprême, fait ce qu'elle veut. Et donc ils n'ont pas besoin de se battre au niveau électoral, ils n'ont pas besoin de se battre au niveau de la Knesset, tout simplement parce que quoi qu'ils fassent, ils peuvent toujours faire appel à la Cour suprême qui décidera en leur faveur. Merci Nissim pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. À bientôt. Bonne journée, merci de m'avoir reçu. Merci. Au revoir.